Vous avez pu vous en rendre compte, les amis, ces derniers temps n'ont pas été particulièrement sereins pour les hommes politiques japonais, puisque ce cher monsieur Abe a été victime d'un attentat l'an dernier, au printemps dernier, au mois d'avril, me semble-t-il, assassiné par un homme qui a construit une arme artisanale avec des batteries, de la poudre noire, des choses, mais qui a quand même réussi son coup, puisqu'il l'a abattu du premier coup. Ça a un peu traumatisé le pays, je ne vous cache pas que ça a été un peu compliqué à divers points de vue. Ça a remis en cause beaucoup de choses, notamment la sécurité des hommes politiques, qui est quelque chose qui était vraiment laissé de côté depuis des années. J'avais eu l'occasion, je crois que je l'avais raconté pendant une première, j'avais eu l'occasion de rencontrer, comment s'appelait-il, un ancien Premier ministre, je me rappelle plus de son nom, pendant un Matsuri, un festival d'été. Il se promenait avec sa fille et je m'étais approché de lui parce que je le trouvais assez cool. C'était un premier ministre qui aimait bien le rock'n'roll et le heavy metal. Et j'ai dit waouh cool, et je suis allé lui serrer la main, il n'y avait personne autour, tout se passait bien. Et je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée de laisser les politiques comme ça se balader et gambader joyeusement dans les Matsuri, et qui risquait peut-être de se passer quelque chose un jour, et puis bah c'est arrivé. Alors je vous en parlerai un petit peu après, je vous ai préparé un petit truc justement sur les attentats politiques au Japon, c'est pas une nouveauté, mais vous allez voir que c'était assez différent dans l'optique autrefois. Et puis bah écoutez, le pays a été vraiment choqué par l'assassinat de Monsieur Abe. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, là n'est pas le problème, on tue pas les gens, c'est pas bien. Et ça a créé vraiment une émotion assez énorme. Il y a eu des obsèques qui ont fait polémique, d'ailleurs, euh, et qui ont coûté énormément d'argent aux frais du contribuable, parce que c'est le gouvernement qui a payé les obsèques de Monsieur Abe, qui devaient être des obsèques nationales, donc vraiment quelque chose d'assez immense, et qui finalement ont été un hommage avec des obsèques un peu en grande pompe, mais qui étaient réservées quand même aux apparatchiks, et qui a été payé par le contribuable. Sous l'égide de Monsieur Kishida, l'actuel Premier ministre du Japon, qui a failli payer, heureusement il n'a rien eu, mais enfin, de sa vie, cet engagement justement, alors ce n'est pas l'unique raison, dans les dépenses pharaoniques de l'hommage à Monsieur Abe, puisque le mois dernier il y a eu un attentat, une fois de plus, contre lui, et encore une fois à l'aide d'engins artisanaux fabriqués par un homme qui était instable mentalement, on va dire, pour le premier aspect, et qui en voulait énormément à Monsieur Kishida pour énormément de raisons. Je vous en ai parlé dans un petit satsuji il n'y a pas longtemps, qui a fabriqué lui des explosifs dans des tubes en métal avec de la poudre, etc., et qui les a lancés sur Monsieur Kishida. Un a explosé, heureusement il n'a pas fait de victime. Alors on a vu, les gardes du corps qui déployaient la mallette par balle qui l'entraînait, mais c'était trop tard, l'objet était déjà arrivé. Et une fois de plus, c'est un homme, Monsieur Kishida devait parler dans le port, dans un port de pêche, devant des marins. Donc il y avait une assemblée de marins qui étaient là, qui sont facilement identifiables, et un Gugus au milieu, avec un masque et un sac à dos. Bon, il n'y a pas de fouille de sac à dos. L'homme a pu rentrer sans aucun problème dans ce cercle assez fermé normalement, et a lancé ses tubes explosifs, dont un a explosé, l'autre a été désamorcé par le bomb squad, et a été très vite maîtrisé d'ailleurs par les marins qui étaient là. J'ai mis les images, d'ailleurs c'est assez impressionnant, on voit des espèces de masses de marins pêcheurs assez rugueux qui se ruent sur lui, qui le maîtrisent sans ménagement. Bon, après, est-ce qu'on a besoin de mettre du ménagement quand on arrête un terreau? Je pense pas. En tout cas, ça a remis une fois de plus. Oui, c'est sensationnel, Sarah, je suis bien d'accord. Il s'était jamais rien passé de ce type-là depuis les années 90. Et je vais vous en parler un peu après, mais on n'était pas dans du loup solitaire, comme on appelle ça maintenant. On était vraiment sur de l'organisation avant, dans les attentats. Là, on est maintenant sur des gars qui préparent leur coup à la maison, sur les réseaux,
qui sont un peu dans un délire aussi revanchard, un peu paranoïaque, qui n'a pas vraiment de justification idéologique ou quoi que ce soit. On est sur une autre classe de terroristes, un peu comme les tueurs d'internet dont je parle, comme Shiraishi, GorX, etc., Uehara, qui sont des prédateurs sur les réseaux sociaux et qui font leur méfaits, entre guillemets, à partir de fanatisation acquise sur les réseaux et sur les sites un peu bizarres, quoi. Et là, effectivement, on a eu un exemple parfait de ce type de radicalisation solitaire avec l'auteur de l'attentat contre Monsieur Kishida, ce qui est assez inquiétant parce que quand on n'est pas face à une organisation, on a forcément plus de mal à les repérer. Les renseignements japonais sont assez efficaces et sont sur le coup depuis pas mal de temps, mais visiblement, bah, ils ont du mal parce que il y a des trous dans la raquette, quoi. Et oui, Lapin Blanc, l'armée rouge japonaise a fait des petits, ouais, mais on va en parler un petit peu tout à l'heure. Je prépare une série sur l'armée rouge japonaise depuis très longtemps, mais c'est un sujet extrêmement délicat qu'il faut vraiment aborder avec une tonne de pincettes, parce qu'on touche là, vraiment comment dire, au terrorisme idéologique, avec des ramifications un peu partout, avec des implications politiques qui sont voilà c'est extrêmement compliqué. Mais on va commencer à en parler un petit peu. Je pense que j'aurai fini la préparation à la fin de l'année, pas avant, parce que c'est vraiment, j'ai une tonne de livres à lire pour vraiment pas dire de bêtises. J'ai des gens avec qui je discute et ça me coûte, croyez-moi, de parler avec d'anciens terroristes, mais bon. J'ai bien discuté avec des tueurs, bon c'est des tueurs aussi, mais d'un autre genre. En tout cas, ça... Ah, Popcult, salut, je t'avais pas vu arriver, bah écoute, bienvenue et merci d'être là. Donc on en parlera à la fin de l'année. Toujours est-il que ce regain de terrorisme, on n'en avait pas vu depuis très longtemps, depuis au moins 25 ans. Il y a eu des tentatives un peu avortées. On a eu une espèce de... Je vais pas appeler ça du terrorisme, mais on a eu une espèce de recrudescence de violence de groupe, on va dire, pendant la période Covid, où les QAnon japonais se sont emparés du débat, on va dire, et ont balancé des attaques sur des centres de vaccination, un peu comme ça s'est fait dans d'autres pays. Bon, ça s'est arrêté à quelques échanges un peu musclés, mais il n'y a pas eu de violence. En tout cas, il y a en tout cas une recrudescence de la violence terroriste ces derniers temps, et malheureusement c'est quelque chose qui n'est pas nouveau au Japon. On a moins l'habitude de ce genre de choses en France, surtout sous la 5ème République, même s'il y a eu des attentats contre les présidents, mais qui ont été de moindre importance, mais on a eu des attentats politiques au Japon dès le début en fait de la restauration Meiji. Vous avez vu que je vous en ai parlé dans mes vidéos sur les Hitokiri, il y a eu énormément d'assassinats ciblés et d'assassinats de masse qui peuvent être comparés bien sûr à des attentats, parce que quand vous avez un Hitokiri qui va assassiner en masse un camp d'entraînement pour des jeunes gardes du shogunat, bon, on n'en est pas loin. Il y a eu ensuite des attentats de la part du shogunat contre l'empereur Meiji, contre ses représentants. Je vais vous parler d'ailleurs sans tarder des attentats des taxes de sang. Ce sera la dernière vidéo sur l'ère Meiji, qui va faire un score faramineux. Je pense qu'on va au moins faire les 5000 vues en 2 ans et demi. En tout cas, je veux faire cette vidéo parce qu'elle va boucler tout le cycle de la restauration. Et ensuite, au moment de... Oui, je vais en parler, Popcult. Au moment de la révolution industrielle, quand les grands consortiums se sont montés un peu partout, les grandes entreprises, le début de grosses boîtes comme Fuji, comme Sony, comme voilà, Mitsubishi, tous ces anciens aristocrates qui se sont lancés dans la scierie, ensuite dans l'industrie, d'abord de l'armement bien sûr, mais aussi dans le chantier naval, dans l'automobile, dans toutes ces choses-là. Il y a eu des grands consortiums qui se sont montés. Je vous en ai parlé dans certaines vidéos, l'extension des villes.
est arrivé au Japon le marxisme à la fin du 19e siècle et les idéologies anarchistes dont je vous ai aussi parlé dans certaines de mes dernières vidéos, puisque beaucoup de tueurs en série de la fin du 20e siècle se sont revendiqués de ces penseurs anarchistes japonais et occidentaux du milieu et de la fin du 19e siècle. Et il y a eu une série d'attentats dans les années 10 et 20, en 1920, il y a 1921. Il y a eu le premier ministre Hara qui a été assassiné par un anarchiste. Il y a eu beaucoup d'attentats à la bombe dans des usines aussi. Il y a eu des assassinats de patrons, des kidnappings de patrons, qui ont été sévèrement réprimandés par les ancêtres des Kampeita, donc de la police militaire de l'empereur, de l'empereur Showa, dès son avènement sur le trône du chrysanthème. Qui est l'empereur Showa, pour ceux qui auraient décroché, c'est l'empereur qui était en place jusque dans les années 80, qui a été l'empereur qui a régné pendant la Seconde Guerre mondiale, que j'espère être la seconde et pas la deuxième. Il y a ce gros problème de violence, donc plutôt marxiste, plutôt révolutionnaire, plutôt anarchiste au début des années 20, et fin des années 10, début des années 20, où on a vu effectivement énormément d'attentats sur des hommes politiques, sur des patrons, des usines sautées, et après ça s'est un peu calmé, parce qu'il y a eu une répression assez sanglante, je vous ai parlé de l'histoire de Shiratori Yoshie, l'homme qu'on ne pouvait pas enfermer. La prison dans laquelle il a été enfermé, cette prison qui est au nord de Hokkaido, avait été créée à l'origine pour y enfermer les terroristes marxistes et anarchistes, et pour qu'ils vivent leur meilleure vie par -20 avec 3 fois rien de vêtements sur le dos et un bol de soupe par jour, parce qu'on ne pouvait pas les condamner à mort avec la loi Meiji. Par contre, on pouvait... C'était une espèce de ce qu'on appelait en France pour le bagne de Cayenne, une guillotine sèche. Voilà. Et les attentats se sont arrêtés, donc grâce ou à cause, selon quel côté on se place, de cette répression assez terrible. Oui, Gothica, tout à fait, c'est pas si calme que ça, le Japon. Non. Pas du tout. Et on en parlera après, Ultraviolence moderne. Oui, je vais en parler un peu après. Et il se trouve que au moment de la grande période de l'impérialisme triomphant du Japon des années 30, donc la conquête de la Mandchourie, fin des années 20, fin des années 20 et début des années 30, la conquête de la Mandchourie, de certaines îles du Pacifique, d'une partie de la Corée, puis de toute la Corée, des Philippines, etc. Il y a des mouvements pacifistes qui se sont créés, très clandestins bien sûr, et qui ont essayé de s'infiltrer dans les milieux militaires, qui ont essayé d'avoir un peu d'influence dans le gouvernement, auprès de l'empereur, auprès de l'état-major. Voilà. Ils sont arrivés là pour essayer d'insuffler un peu de calme dans l'hyper-impérialisme de l'empereur Showa, qui lui était de l'autre côté, par contre, poussé par des petits groupuscules ultranationalistes dont je vous ai souvent parlé aussi sur certaines vidéos, dont ce qu'on appelle donc le Dragon Noir, qui est un mouvement créé par des militaires de l'état-major japonais, héritier des Hitokiri, qui vraiment ses sources dans les assassins impériaux, ultra-nationalistes, qui trouvaient que l'empereur Showa n'était pas assez extrême dans son désir d'expansion, et qui voulait qu'on attaque tous les pays avoisinants, et qui ont fait de l'entrisme dans tous les corps d'armée, dans l'enseignement. Monsieur Ishii, le docteur et général Ishii, de triste mémoire de l'unité 731, en faisait partie. Et ces groupuscules qui ont infiltré les milieux universitaires et militaires ont également été à l'origine d'attentats contre les hommes politiques et les membres de l'état-major japonais dans les années 30. Ça a commencé. Il y a eu énormément d'attentats, d'assassinats ciblés sur des hommes politiques qu'on jugeait un peu trop mous, qu'on ne jugeait pas assez bellicistes, et il y en a eu une trentaine, 31 exactement, entre 1928 et 1937,
puisqu'on considère qu'à partir de cette période-là, le Japon est vraiment dans une guerre active et que les attentats se calment un petit peu parce que la mobilisation générale fait que les hommes en état de combattre et en âge de combattre sont partis dans le Pacifique, sont partis dans les Mariannes, sont partis un peu partout, et on est dans le début du conflit véritablement. Il y a eu peu d'attentats, il y a eu un peu de sabotage dans les usines, de par certains partis ouvriers qui ont décidé de saboter les usines d'armement, mais qui s'est très vite arrêté, puisque dès 1941, les partis progressistes, les partis de gauche, ont rejoint l'effort de guerre et ont décidé de participer activement à l'effort de guerre, ont arrêté les sabotages et ont même aidé à la fabrique de certaines armes, comme les derniers avions suicides, par exemple. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ce mot-là sur Twitch. Non, je suis toujours là, ça va. Donc on a un arrêt, on va dire, du terrorisme à ce moment-là. On n'a plus d'hommes politiques assassinés. Les Américains s'en chargeront en 1945 à beaucoup moins grande échelle que ce qui a pu se passer à Nuremberg. Et voilà, on a assisté, le procès de Tokyo a été un procès beaucoup plus diplomatique et politique que celui de Nuremberg, qui était vraiment qui était vraiment un procès dans lequel on a fait valoir les responsabilités de tous, et tant mieux, sans se préoccuper de l'avenir éventuel du pays et d'une possible réconciliation nationale, ce qui a été le cas au Japon. MacArthur, le général victorieux qui s'est occupé des armées d'occupation au Japon, a décidé de créer une espèce d'entente cordiale avec l'état-major impérial, de maintenir l'empereur en place et de composer avec les politiques qui étaient déjà en place avant, en exécutant très 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 peu finalement de responsables, hein, comparé aux fautes et aux exactions réelles de ceux qui auraient mérité, si on en croit le code international en termes de crimes de guerre. Mais bon, beaucoup sont passés à travers. Je vous en ai aussi parlé assez souvent dans les vidéos, notamment celles sur l'unité 731, puisqu'ils s'en sont tous très très bien sortis, hein, les gens de cette funeste unité. Il y en a même qui ont fait fortune. Si vous avez regardé la vidéo, vous devez vous en rappeler. Le fondateur de la Croix Verte, notamment, qui est un grand consortium pharmaceutique japonais, était un médecin bourreau de l'unité 731. Je vous renvoie vers la vidéo si vous voulez en savoir un peu plus. Je bois et je continue. Alors, je vais lire un peu le chat avant de continuer. Oui, elle était dure cette vidéo, elle était très dure. Elle était très dure à faire aussi. Il a fallu lire, à regarder des choses que j'avais pas forcément envie de lire et de regarder. Je rigole, mais là c'est vraiment nerveux. Mais ouais, elle était dure à faire. En tout cas, elle était nécessaire parce que ça faisait partie des vidéos que je devais faire depuis un certain temps. Et puis, vous savez ce que c'est, je suis un peu tête de bois, et tant que j'ai pas toutes les informations nécessaires pour arriver à faire quelque chose de correct et de sourcé, de documenté, j'attends, voilà. Mais elle était importante. Il y en aura peut-être une autre, mais pas tout de suite, hein, d'ici un ou deux, si je suis toujours de ce monde. Bien que je crois qu'il n'y en ait pas d'autres, mais bon. Je ferai certainement une suite, justement, à la vidéo sur Ishii et l'unité 731, parce que j'ai trouvé entre-temps, on m'a envoyé des documents sur... je vous ai parlé des anciens tortionnaires de l'unité 731 qui ont été recrutés par les Américains, comme von Braun pour les Allemands, pareil. Mais je vous ai pas parlé de ceux qui étaient passés du côté soviétique et qui ont continué les expérimentations humaines dans les goulags. Il se trouve que j'ai reçu 2 livres absolument magistraux sur ce sujet. Et c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas. Alors j'en parle à la fin de la vidéo parce que j'en avais entendu parler, mais en détail, j'en avais aucune idée. Et là, effectivement, il y a une espèce de tour d'horizon de ce qui a été fait en 45-46. Je ferai certainement une autre vidéo là-dessus. Et tu me dis, Ultraviolence Moderne, que tu as regardé Philosophy of Knife. Ouais, c'est compliqué à regarder. Hein. Ouh là là là. J'en ai utilisé des extraits là pour illustrer la vidéo. Je l'avais vu il y a quelques temps déjà, je sais plus à quelle occasion.
J'avais trouvé ça assez perturbant, parce que bon, aussi, celui qui ne trouve pas ça perturbant doit consulter Derechef. Mais je l'avais vu dans un état second, parce que c'était encore à l'époque où je prenais beaucoup de substances, donc j'étais un peu parti dans des trucs. Mais là, je l'ai revu dans un état très voilà, conscient, et c'est compliqué. C'est très compliqué. Je suis très fan du parti pris artistique de ce film. Je suis très amoureux de l'esthétique qui a été choisie par le réalisateur. Le fait de mêler images d'archives ou fausses images d'archives, pardon, on ne sait pas très bien, avec des images de fiction. Le traitement de la non-couleur aussi est vraiment vraiment chouette. Le montage est très bizarre, mais j'aime beaucoup. L'excès aussi dans certains effets donne beaucoup de profondeur, et quand on connaît l'histoire, la seule chose que je redoutais en voyant ce film et en me disant qu'il était diffusé, c'est que les gens qui tombent dessus ne connaissent pas l'histoire et le prennent pour un simple film d'horreur, entre guillemets, même si j'aime pas tellement ce terme. Ouais, toi qui as l'habitude du genre, ouais, ça touche, ben oui, non, c'est normal, hein. The Man Behind the Sun, il est très très bien aussi, Lapin Blanc, et je m'en suis aussi servi, pour la vidéo, j'ai pris quelques images. Je vais passer à la suite, puisque je voulais vous parler aussi d'autres attentats qui avaient eu lieu au Japon dans les années 50, tout d'abord, puisque certains chefs yakuza, puisque vous savez que sans eux, le Japon aurait eu du mal à négocier le virage de l'après-guerre. Certains chefs yakuza ont pris leurs aises et leurs habitudes. Des Oyabun étaient quasiment plus puissants que certains ministres, et il se trouve que certains maires, dont celui de Osaka, de Hiroshima, je crois, de Sapporo, ont décidé de commencer un petit peu timidement, mais quand même un peu, à lutter contre les gangs et contre la main qu'ils avaient un peu partout dans les poches, j'allais dire les pantalons, mon Dieu, euh, dans les poches des municipalités et du gouvernement. Et certains gangs l'ont très très mal pris, et on a eu droit au début du terrorisme de gang, donc du terrorisme mafieux avec des assassinats ciblés, notamment sur des maires de moyennes et grandes villes qui ont commencé à lutter contre le terrorisme. Et petit à petit, au moment des réformes, dans les années 50, le gouvernement a changé. On a eu pour la première fois un premier... Alors il y en avait eu un très très rapidement en 45, mais qui n'a pas duré parce qu'il était un peu corrompu. On a eu le Japon a eu droit à son premier ministre, je sais c'est redondant, dans les années 50, j'ai plus la date exacte en tête, il faudrait que je la retrouve. Le premier gouvernement, entre guillemets, de gauche, et progressiste en tout cas, qui a essayé de se détacher un peu de l'emprise de la présence américaine. Et beaucoup de représentants de ces partis-là ont été la cible du renouveau des partis ultranationalistes japonais, issus des phalanges ultranationalistes de l'état-major des années 30, qui commençaient à voir le jour, qui se dirigeaient principalement contre les bases américaines, à Sasebo, à Okinawa, etc., et qui ont commencé à faire des attaques ciblées, qui au début étaient juste des choses un peu anecdotiques, avec des insultes, des jets de projectiles, des choses comme ça, et puis petit à petit on est passé à autre chose, et il y a eu quelques attentats commis contre ces politiques et contre des représentants de l'état-major. Rien de comparable avec les exactions des soldats américains, hein, je vous rassure tout de suite, même si je ne sais pas si c'est très rassurant. Et on est arrivé à un regain en fait de ce terrorisme maintenant plutôt d'extrême droite dans les années 60, avec des attentats ciblés contre des hommes politiques. Nobusuke, le Premier ministre, qui est assassiné en 1960 par un militant, un jeune étudiant militant d'un parti d'extrême droite. C'est Asanuma, voilà, le chef du Parti Socialiste, la même année, qui est assassiné aussi par un militant d'extrême droite pendant un attentat. On a vraiment un regain dans les années 60 du terrorisme d'extrême droite qui vraiment
euh, a repris de la force à tel point qu'ils sont de nouveau rentrés dans la basse chambre et dans la haute chambre, à ce qu'on appelle la diète, donc les parlements japonais, ont commencé à prendre un peu d'ampleur, ce qui fait que ces attentats sont tellement montés. Il y a, comment il s'appelait, je vais pas me rappeler de son nom, Takeo, le premier ministre Takeo, ça a été le dernier qui a été attaqué c'est dans les années 70, en 75 me semble-t-il, attaqué par un étudiant d'extrême droite. Il commençait à prendre tellement d'importance dans le paysage politique japonais que le Dieminto, donc le parti libéral qui est au pouvoir quasiment de façon discontinue depuis 1945, a commencé à fricoter avec la pègre, avec des groupuscules religieux, notamment l'Église unifiée. Et c'est pour ça qu'on a parlé au moment de l'attentat contre M. Abe. C'est au moment de la création de l'Église unifiée que le Dieminto, donc le parti de gouvernement, a commencé à fricoter avec eux. L'Église unifiée, en France, on la connaît sous le nom de secte Moon, qui est une secte chrétienne coréenne, qui entend unifier toutes les croyances mondiales autour de la figure de M. Moon. Quel bel homme, qui fait je crois qu'il est décédé, mais bon, sa femme a repris les rênes, je crois. C'est celui qui faisait des grands mariages dans des stades, il mariait des centaines de personnes, voire plus en même temps. Et ils ont fait beaucoup d'entrisme au Japon. Je crois que c'est un des pays où ils sont le plus présents. Et notamment dans les milieux politiques, puisqu'ils se sont alloués les services de beaucoup de politiques, dont la famille de M. Abe. Là-dessus, bon, comment dire, les revendications du terroriste étaient tout à fait vraies. Elles n'étaient pas justifiées, je dis qu'elles étaient vraies, c'est-à-dire que M. Abe était intimement lié à ce groupe religieux qui a aidé le Dieminto à se maintenir, le Parti libéral, à se maintenir au pouvoir pour faire un contrepoids politique en s'alliant avec le Komeito, avec d'autres partis de centre-droit, justement pour essayer d'éradiquer ces groupuscules d'extrême droite qui commençaient à remonter et avoir de plus en plus de force dans le jeu politique, leur couper l'herbe sous le pied, essayer de voter des lois qui sont très compliquées à mettre en place au Japon parce qu'on est sur une constitution depuis 1945 qui, bien qu'elle soit inspirée de la constitution française, a quand même dans l'idée de se calquer un peu sur celle des États-Unis, c'est-à-dire avec une liberté d'expression, d'opinion totale, une liberté religieuse totale aussi. Il n'y a pas la notion de secte telle qu'on la conçoit en France notamment. Ça a été très, très, très compliqué pour le Japon d'éradiquer ce renouveau de l'ultranationalisme. Ils y sont partiellement arrivés avec un poids, un rouleau compresseur judiciaire et juridique et cette alliance des partis de gouvernement pour prendre toute la place à la haute et à la basse chambre et ne pas leur laisser le choix et l'opportunité de se présenter en les faisant tomber parce qu'il faut savoir, et si vous avez vu mon doc sur les Yakuza sont quand même très 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 impliqués dans les mouvements ultranationalistes et d'extrême droite. On les voit défiler d'ailleurs ensemble dans les manifestations avec les drapeaux noirs. Le service d'ordre, c'est des Yakuza, les membres bienfaiteurs et les cadres sont des Yakuza aussi. Et donc, en les compromettant avec leurs amis Yakuza, on a réussi à mettre beaucoup de leaders en prison, mais quand même pas assez. Puisque dans les années 80 et 90, les attentats ont continué. J'en avais noté quelques-uns, parce que je commence à avoir la mémoire qui flanche. Oui, en 90, il y a eu 3 attentats d'extrême droite au moment du retour du centre-gauche au pouvoir. Il y a le maire de Nagasaki qui a été grièvement blessé par balle, également par un terroriste d'extrême droite. Il y a eu, je l'ai noté aussi, Hamada, oui, un membre du gouvernement aussi qui a été tabassé par un membre de gang aussi très 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 lié à l'extrême droite et aux ultranationalistes. Il y a eu un autre représentant de la haute chambre qui a été tabassé à mort par un membre du même parti, ce qui a valu l'interdiction de certains de ces partis qui ne se sont pas laissés abattre pour autant, qui ont continué. Il y a eu un premier ministre en 94 qui a été blessé gravement par un membre justement d'un groupuscule d'extrême droite aussi, et ça a continué ça pendant très très longtemps. Ouais, Gothica, ça rigole pas, non, ça, on n'est pas vraiment sur
on n'est pas vraiment sur le même type de violence que ce qu'on peut rencontrer en Europe, par exemple. On a soit des gens qui sont dans les mouvances, je veux dire, ultranationalistes, on a soit des gens qui sont très démonstratifs, comme j'ai vu il n'y a pas longtemps, là, où, des gens qui défilaient, bon, alors, avec une sale gueule, des drapeaux, mais bon, qui disaient pas grand-chose, soit sur du Breivik. Donc on est vraiment, voilà. Au Japon, on est vraiment sur des groupuscules qui s'organisent et qui veulent reprendre le pouvoir, en fait, qui veulent réinstaurer un État totalitaire et ultra-impérialiste. Les principaux groupes... Alors j'avais fait un hors-série, ouais, j'ai la tête, sur le système politique et les partis japonais. Je vous invite à aller le voir, je crois qu'il a dû faire 3 vues et demie à peu près. Mais je répertorie un peu toutes les mouvances politiques du Japon, ainsi que le système étatique et tout ça. Si ça vous intéresse, je vous le mettrai en description. Et il se trouve que je sais plus où j'en étais. Ah ben voilà, c'est malin, maintenant je digresse. Ah, il n'y a personne, Grèce, et je ne sais plus où j'en étais. Enfin, en tout cas, voilà, c'est parti, on une tendance à vouloir, ouais, voilà, c'est bon, je me reviens, on tendance à vouloir reprendre le pouvoir par la force avec des attentats ciblés, donc terroriser la population, donc ce qu'on appelle du terrorisme. Voilà, on est le terrorisme religieux tel qu'on le connaît, tel qu'on l'a connu, j'espère qu'on ne connaîtra plus de religieux extrémistes en Europe, n'existe pas vraiment, à part Aum Shinrikyo, mais enfin, est-ce qu'on est sur du terrorisme religieux ou est-ce qu'on est sur un autre type de déviance égocentrée? Je vous laisse aller revoir ma vidéo là-dessus. Décidément, je fais beaucoup de pubs pour ma propre chaîne ce soir. Après tout, c'est gratuit, profitons-en. Il y a, voilà, il y a eu cette période de recrudescence un peu du terrorisme dans les années 80-95. Il y a un commissaire de police en 95 qui enquêtait justement sur les mouvements extrême droite, qui a été descendu par balle en plein Tokyo par un activiste aussi d'un mouvement ultranationaliste. Donc on est vraiment sur une tradition de la descente par balle ou coup de barre de fer ou de machine infernale de politiciens au Japon depuis plus de 100 ans. Voilà. Donc c'est pas nouveau, mais ça s'était arrêté il y a quelques années. Au début des années 2000, on a eu beaucoup moins de violence politique. C'est des années qui étaient beaucoup plus calmes, avec un certain train-train dans la vie politique quotidienne du Japon. Et même si les services de renseignement arrivaient à mettre la main de temps en temps sur des projets d'attentats, on était toujours sur un terrorisme idéologique structuré, c'est-à-dire des partis avec des têtes pensantes, enfin, des têtes, des structures, des soldats, on va dire, une organisation paramilitaire, quelque chose de structuré, avec une revendication politique réelle ou des revendications idéologiques comme Aum Shinrikyo, etc., donc l'attentat au gaz sarin, mais on était encore sur ce principe du terrorisme activiste fait par une bande, comme ça a pu être le cas dans les années 60 et 70 avec l'armée rouge, dont je vous reparlerai plus tard, plus avant. Et là, on est maintenant, depuis l'attentat contre M. Abe, sur un terrorisme, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, beaucoup plus individualisme. Une fois de plus, voilà, on était donc dans un terrorisme très structuré. Aujourd'hui, on est sur des loups solitaires. On en a beaucoup parlé en France au moment des attentats de Paris et d'ailleurs, sur des attentats ciblés où on a quelqu'un qui se radicalise sur Internet et qui passe à l'acte, qui achète un couteau et qui passe à l'acte. Maintenant, on a la même chose dans l'assassinat politique, dans l'attentat politique au Japon, avec des gens qui se laissent influencer soit par les mouvements QAnon, hein, parce que ils sont très peu présents, mais il y a quand même un petit groupuscule QAnon au Japon qui est très actif sur Internet, qui a été très actif pendant la pandémie, et qui a envisagé à un moment de passer à l'acte sous diverses formes, enfin qui
qui est surveillé de près par les services de renseignement. Et on a aussi ces groupuscules ultranationalistes qui reprennent du poil de la bête année après année. Quand vous vous promenez dans les rues au Japon, pas que à Tokyo mais partout, vous les voyez régulièrement parader dans les rues avec des camionnettes toutes noires, des drapeaux tout noirs, des haut-parleurs, et ils crient des trucs, ils sont très énervés, brrr, et voilà, ils sont pas très très sympas, voilà, en général. Mais ils sont de plus en plus, ils se restructurent, ils recommencent à avoir des sièges dans certaines assemblées locales. Alors, il faut savoir qu'il y a des gens totalement farfelus qui ont des sièges. Je vous ai parlé de l'église unifiée tout à l'heure, de Moon, ils ont des sièges partout, dans les municipalités, les structures préfectorales, ils ont des élus absolument partout. Ils ont vraiment vérolé le système de l'intérieur. C'est pour ça que la colère du monsieur qui a attenté à la vie de monsieur Abe était basée sur quelque chose de réel. Rien ne justifie ce qu'il a fait, mais effectivement, le système politique est complètement pourri. Ça, et c'est pas près de s'arrêter, mais on en reparlera peut-être pendant un autre live. Je voudrais que dans les lives suivants, dans les streams suivants, on commence à faire un peu de réact sur des trucs d'actualité que je vous passerai en fond, là derrière, quelque part, comme les vrais streamers, quoi. Voilà. Voilà, donc effectivement, je pense qu'on n'a pas encore fini, on n'en a pas encore fini avec le terrorisme au Japon, même si on en parle pas souvent, on en parle à l'occasion quand il y a un attentat, alors qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la renaissance de tous ces partis qui ont été à l'origine des plus grands massacres terroristes qu'il y a pu y avoir. Et je parle des deux extrêmes, parce qu'il y a un regain d'intérêt, comme je vous ai dit aussi, pour ces partis, extrémistes, marxistes, maoïstes, beaucoup, qui avaient un certain intérêt pour l'assassinat politique dans les années 20 et 30, puis dans les années 60-70. Et un regain d'intérêt pour les partis des deux extrêmes, en fait, parce que l'ultranationalisme est en train de revivre et de malheureusement reprendre pas mal de place dans le paysage politique. On les voit régulièrement. On les voit régulièrement ressurgir quand les partis d'opposition plutôt progressistes, cette fois, essaient de faire des propositions de loi à la basse et à la haute chambre, qui sont en général des projets de loi sociaux et sociétaux qui manquent cruellement au Japon d'aujourd'hui. Je vous ai déjà parlé des lois d'égalité homme-femme qui sont jamais votées, mais jamais, alors là vous pouvez être sûr, des lois de protection de l'enfance qui ne sont jamais ou rarement votées et qui souvent ne sont pas mises en application. Je vous parle des lois sur la réforme de l'hôpital et de la psychiatrie, puisque je vais me répéter pour la 150 millième fois, mais l'état de la psychiatrie au Japon est à peu près au même niveau que l'état de la psychiatrie en France, c'est-à-dire sous le niveau de la mer, et cause encore beaucoup de souffrance dans les populations, non seulement pour ceux qui en souffrent, mais aussi pour ceux qui sont les victimes des hikikomori notamment, qui sont en explosion constante depuis des années, qui sont pas pris en charge. Enfin, je vais pas me relancer là-dessus, on fera peut-être un live spécial pour parler de ça. En tout cas, il y a, voilà, à chaque fois que les gouvernements essaient de proposer des lois qui iraient dans le sens d'une amélioration des choses, que ce soit à tout point de vue, c'est anecdotique pour certains, pour d'autres non, mais il y a quelques semaines, un projet de loi sur le mariage pour tous a été proposé. Ça a donné lieu à des débats acharnés. Ça, c'est tout à fait bien que la démocratie vive. Par contre, on a vu un réveil des groupuscules d'extrême droite et bizarrement aussi ultra gauche qui sont plutôt contre cette institution. Bon, voilà, on les a vus ressurgir tout à coup avec c'est hors de question, etc., etc. Je vais pas vous donner mon avis là-dessus. En tout cas, moi, tout ce qui apporte plus de liberté aux autres, en général, je suis pour. Et comme ça n'enlève pas à la mienne, je suis encore plus pour. Mais bon, ça a été très compliqué. Voilà. Je vais lire un peu de chat. Il est 9h11. On essaiera de finir vers 9h30. Que je puisse avoir un peu de repos pour ma voix qui est en train de partir avec la monétisation de cette vidéo. Alors,
on a eu des nouvelles à propos de l'homme qui a assassiné Abbé. Ouais, il est passé devant une cour d'experts psychiatriques. Il a été reconnu responsable. Il n'y avait pas d'abolition du jugement au moment des faits, donc il va être jugé par une cour d'assises. Et alors normalement pour un meurtre on ne risque pas la peine capitale. Là c'est quand même assez particulier. Donc il y a de fortes chances qu'il y passe, même si dans l'opinion publique j'ai cru voir là que bon, on est les gens sont assez partagés. Alors il y a une partie de la population dont fait partie Madame qui voudrait lui décerner une médaille. Je rigole, hein, elle est contre les violences, mais elle n'aimait pas du tout Monsieur Abbé. Pour service rendu à la nation, comme on dit. Il y a par rapport à lui un peu beaucoup moins grave, hein, le même sentiment qu'il y a pu y avoir envers comment s'appelait-il, j'ai vu Damien Tarel, je crois, celui qui a mis une claque à Monsieur Macron. Certains trouvent ça scandaleux, certains trouvent ça admirable. Moi j'ai pas d'avis. Eh bien l'assassin de Monsieur Abbé, c'est un peu Yamaniti, je crois il s'appelle. C'est un peu la même chose. Voilà. Donc ça m'étonnerait qu'ils prennent le maximum, donc la peine capitale. Je ne pense pas. Je vais continuer à lire un peu vos messages. Ultra-violent. D'ailleurs, j'ai toujours du mal à trouver quoi que ce soit sur une possible existence de l'antipsychiatrie. Il n'y a pas vraiment d'antipsychiatrie parce qu'il y a des services psychiatriques quand même. Hein. Il y a des hôpitaux psy, il y a des psys. Alors, fort heureusement... Merci mon Dieu, vous méritez la une, comme disait l'autre. La psychanalyse n'a pas vraiment pris au Japon, donc du coup il n'y a pas besoin de les virer de leur cabinet à coups de pompe dans le train, ça c'est bien. Mais par contre il y a une psychiatrie qui existe, psychiatrie moderne qui existe, clinique pardon, mais qui est la portion congrue de la médecine, c'est-à-dire qu'on a très peu d'hôpitaux psychiatriques, on a très peu de détection aussi, on a très peu de traitements efficaces à proposer aux gens qui sont placés, notamment en cas d'abolition du jugement, on les place en établissement psychiatrique, on leur balance une camisole chimique et puis c'est terminé. Et je vous parle pas forcément de meurtriers sanguinaires, où là, bon, ça se justifie, mais de gens qui ont juste commis des actes un peu insensés, pas forcément violents, ils se retrouvent dans des structures qui n'en sont pas, c'est assez vétuste, il y a peu de budget. Un peu comme ici, un peu comme partout, je pense. Tu me dis les Kikomori. Oui, depuis 2020, ça a été l'enfer. Hein. Pour tous ceux qui étaient déjà frappés par des pathologies psy, les confinements, ça a été terrible. Ça a été terrible, et en plus, ça a donné lieu à des nouvelles habitudes de vie qui sont restées. Voilà, vous verrez que en France, c'est un peu la même chose, mais il y a des choses qui étaient habituelles et qui ne le sont plus, des gens qui n'aimaient pas tellement sortir, qui ne sortent plus, et tous ceux qui étaient déjà enfermés un peu derrière leur pathologie sont encore plus atteints à cause de ce qui s'est passé pendant 2 ans. Oui, ça a été vraiment, vraiment terrible. Oui, c'est ça, Lapin Blanc, c'est bien. Ouais. Et je vous avais fait une petite série dessus là récemment, et malheureusement, écoutez, ça ne s'arrange pas. Pistache, il va prendre, prison à vie. Oui, mais ça, oui, de toute façon, là, c'est la perpète. Assassiner un Premier ministre, bon, normalement, c'est perpète. Un simple assassinat, logiquement, c'est 25 ans de séchoir, hein, comme dit l'ami, vous avez le droit. Mais que je ne connais pas, mais je le trouve très amical. Enfin, je connais son contenu. Ah, mais arrêtez. Ouais, une claque, un soufflet tout au plus. Oui, après, j'ai plus en mémoire le geste par lui-même, mais bon, voilà, il avait porté atteinte à l'intégrité physique de Monsieur le Président de la République. Voilà ce que je sais. Alors, voyons voir. En France, c'est pas mieux niveau prise en charge psy, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est même catastrophique. J'écoute les infos, je suis un grand consommateur d'informations, des formations professionnelles, et donc j'écoute les infos françaises. Je suis un fan de radio. J'aime écouter la radio. Alors la télévision, non. Je n'ai
regarde pas, mais j'ai beaucoup la radio, j'aime ça. Et effectivement, je me suis rendu compte que les derniers drames, les affaires criminelles en date, là, étaient très liés aux énormes manques de la psychiatrie en France. Donc je suis pas dépaysé. Voilà, je pense que mon séjour français ne va pas être très différent de ma vie au Japon, enfin pour ce qui est en tout cas de des énormes lacunes en matière de psychiatrie. Ouais, c'est ça, mais c'est très angoissant. La bicote, tu me dis, oui, le nombre de gosses qui tuent leurs parents et lycée de Versailles. Hein, on a beaucoup aussi de parents beaucoup d'infanticides au plus jeune âge. Je suis atterré de voir le nombre d'affaires d'infanticide dont je suis obligé de parler dans Petit Satsudin. Je vais d'ailleurs en parler un peu moins. Je me resserre à boire. Ne vous inquiétez pas, hein, c'est... Et je vais d'ailleurs en parler un peu moins parce que bien les mots que j'utilise pour parler de l'ASMR. Quelle horreur ce truc. Les mots que j'utilise pour parler de ces histoires-là sont définitivement ciblés par YouTube comme étant des motifs de démonétisation, donc on va peut-être arrêter de parler de tout ça. D'ailleurs, le prochain Petit Satsujin, si je ne dis pas de bêtises et j'en dis jamais, sera ce samedi, donc après-demain. Je vous invite donc à me rejoindre sur la première, et vous verrez, ça se fête. Hein, je vais ouvrir une nouvelle bouteille d'eau gazeuse pour fêter ça. C'est la première vidéo monétisée depuis des mois et des mois et des mois. Yatta, Mazel Tov, youpi, voilà.